Souris en main, casque sur les oreilles, ces jeunes Sérillois jouent. Ils sont dans la dernière ligne droite d'une farouche compétition qui les oppose à d'autres collégiens, lycéens et étudiants de France. Nous ne sommes pas dans une salle de gaming, mais dans une salle de technologie au collège de Sérilly. Cette compétition se déroule sur Fort Industrie, un jeu vidéo que Madame Bontemps, professeure de technologie, propose à ses élèves. J'ai inscrit les élèves à Fort Industrie par rapport à les compétences attendues au programme notamment de technologie, et aussi c'est un super moyen de découvrir le monde professionnel dans l'industrie. Ils apprennent aussi donc la communication, la coopération, la persévérance, l'esprit d'équipe, et tout ça dans le but commun de réussir tous les défis de Fort Industrie. Pour faire découvrir aux élèves l'industrie française, Fort Industrie s'appuie sur les mécaniques qui font le succès du jeu vidéo. Récompense, progression, compétition. Des mécaniques qui motivent les élèves. Ça donne plus envie de jouer à Fort Industrie et d'apprendre des métiers sur l'industrie. Maître de conférence à l'Université de Montpellier, Antoine Chollet est convaincu que l'e-sport est un support à l'apprentissage et que Fort Industrie peut y contribuer. L'e-sport, on peut le qualifier comme étant, le mot, c'est sport électronique, c'est-à-dire l'introduction d'une compétition sur un jeu vidéo. L'e-sport, pour beaucoup de personnes, peut-être que même pour les personnes qui nous écouteront, c'est le fait d'avoir des spectacles de très haut niveau. Mais on voit qu'il existe l'e-sport amateur aussi, c'est-à-dire sur un jeu vidéo, avoir des petites compétitions. Alors dire qu'on peut faire de l'e-sport sur Fort Industrie, pourquoi pas? Il y a bien de l'e-sport sur Farming Simulator. La compétition amène les élèves à développer d'autres compétences. Afin de maximiser nos points, on a coopéré en s'échangeant les quiz qu'on avait appris en fonction des métiers qu'on aimait, et on allait corriger nos camarades qui se trompaient sur certains quiz qu'on avait déjà appris. Un constat partagé par les enseignants-chercheurs. Je pense que la compétition peut être bénéfique puisque on va collaborer, on va communiquer vers un objectif commun et surtout à la fin, on va accepter de perdre ou de gagner et avoir du respect et du fair play envers l'autre. Et ça, c'est le principe du sport, tout simplement. Ce projet largement soutenu par la principale de ce collège rural répond à de nombreux objectifs. Alors c'est un jeu vidéo, mais c'est pas n'importe quel jeu vidéo en fait. C'est ce qu'on appelle un jeu sérieux, c'est-à-dire c'est un jeu qui est en fait un outil pédagogique pour que les élèves apprennent des choses. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse. En premier lieu, c'est que les élèves apprennent des choses. C'est une manière de varier un peu les approches, de changer un peu des cours habituels. Et puis aussi, Fort Industrie, ça nous ouvre des opportunités, parce que l'an dernier, vos camarades de 4e ont gagné Fort Industrie, et ils ont eu le droit ils ont gagné une visite dans une entreprise, l'entreprise Fort et Creux qui se trouve à Commentry, et qui est quand même leader mondial de son domaine, donc c'est pas rien ce qu'on gagne avec Fort Industrie. Donc oui, ça a toute sa place. Dans cette compétition, les collégiens de Sérilly ont tiré leur épingle du jeu. Les 5e A ont remporté la compétition académique. Oui, on est plutôt bien placé. On est premier de l'académie de Clermont-Ferrand parce qu'on n'a pas pu être premiers régionaux parce que du coup, ils étaient imbattables. Reste à savoir ce qu'ils auront réellement appris de cette expérience vidéoludique. Donc si un jeu il fonctionne avec des bonnes règles ou des règles intelligentes qui correspondent au fonctionnement de notre monde, il y a de fortes chances pour qu'on apprenne comment notre monde fonctionne. Le jeu, c'est un média, il y a des informations dedans, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, et il y a forcément le risque qu'en jouant à un jeu, on retienne des informations qu'il y a dedans. Mais c'est pas automatique. En fait, il faut forcément à un moment que le joueur il pose la question de qu'est-ce que j'ai retenu dans le jeu. Il faut avoir un regard critique sur les jeux auxquels on joue. Entre plateformes gamifiées et expériences pédagogiques ludicisées, Fort Industrie a ouvert les élèves à de nouveaux métiers et aux valeurs du fair play. L'accès à l'eau est devenu un enjeu mondial. Mémorial a envoyé au PAL une équipe de journalistes pour savoir comment gérer l'eau, une ressource vitale, dans un parc animalier d'attractions dans la Lune. Il y a d'abord la gestion de l'eau pour les attractions, c'est de l'eau qui est filtrée, qui est en qualité eau de baignade. Et puis il y a la gestion des eaux usées.
Il y a beaucoup de gens qui partent ici, qui viennent au PAL, qui dorment au PAL dans les hôtels. Troisième point très important, c'est l'eau pour les animaux. On accueille près de 1000 animaux au PAL. Est-ce qu'un parc animalier et d'attractions, quand on manque d'eau, est utile? Tu as 100% raison. L'eau est déjà un vrai problème parce que c'est une ressource dont tout le monde a besoin. L'idée principale, c'est surtout de l'économiser. Nous, au PAL, on n'a pas attendu qu'il y ait des canicules pour réfléchir à sa consommation. Un de nos premiers principes, c'est d'économiser l'eau. Alors, est-ce que c'est utile de s'amuser avec une attraction d'eau? Ben oui, on est dans une société aujourd'hui où on est toujours derrière nos écrans, où on ne se tourne pas vraiment vers les eaux. Je pense que le PAL a aussi une utilité sociale. À côté de ça, il faut être extrêmement attentif. Nous avons commencé de construire un plan de sobriété hydrique. Est-ce que l'eau du PAL vient que de la pluie? On a 3 provenances pour l'eau. Il y a l'eau de la ville, comme monsieur et madame tout le monde. On a l'eau qui est de ruissellement. La dernière attraction, le Fjord Explorer. Et en fait, l'eau que l'on va ajouter dans les bassins, c'est de l'eau que l'on récolte avec nos panneaux photovoltaïques. Donc en fait, c'est de l'eau qui est collectée quand il en tombe en grande quantité. Et quand il ne pleut plus, on se sert de cette eau-là. Ce qui prend le plus d'eau, c'est plus la consommation humaine, donc les hôtels, et puis c'est surtout les consommations des bassins pour les attractions. On a divisé par 2 la consommation d'eau de ville complétée avec de l'eau de ruissellement. Aujourd'hui, la plus grosse consommation, c'est l'eau de forage, qui est une eau qui est non filtrée chimiquement en fait. Est-ce que vous avez besoin d'eau pour l'entretien des attractions? Alors oui, quand les bateaux arrivent, et en fait ça projette de l'eau partout. C'est un peu d'évaporation, plus l'eau qui est projetée sur les gens. Donc ça veut dire qu'on est obligé de re-remplir de temps en temps ce bassin. On a créé une immense cuve qui fait plus de 400 mètres cubes. Et donc en fait l'eau, elle arrive de l'autre côté des parkings et elle est stockée ici dans cette cuve. On pompe l'eau dans cette cuve pour l'amener au niveau du bassin du Fjord Explorer. Et quand on n'en a pas besoin, il y a un débord en fait, si tu veux, l'eau elle continue sa route et descend dans l'étang qui est là-bas en contrebas. Cette cuve elle est alimentée par l'eau de ruissellement que l'on récupère sur les panneaux photovoltaïques. Comme ce sont des toits, on peut récupérer de l'eau. Et ensuite, elle est collectée dans un immense bassin par un système de tuyaux et de pompes vient alimenter cette deuxième cuve. On se détend de manière raisonnable et raisonnée. L'eau, en fait, elle va aller disparaître là-bas sous ce petit pont et elle va rentrer dans un système de filtration. Il y a un bassin dans lequel est l'eau. C'est très végétalisé. Il y a beaucoup de végétaux. Tout ça, en fait, ça profite de la brumisation de l'eau également. Donc grâce à ces systèmes vivants, sans chlore, on arrive en fait à recréer des biotopes très très riches. Il y a de la vie là-dedans un peu. Surtout, il n'y a pas de produits chimiques. La filtration, elle va se faire par un équilibre biologique avec des bactéries, avec du zooplancton, avec des algues et avec des plantes. C'est un beau geste pour la planète. On a rajouté des modules supplémentaires de filtration parce que c'est une eau qui est en contact avec le public et donc il ne faut pas qu'il y ait des agents pathogènes. On a pour objectif de faire très attention. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. La composition de cette urinoir, c'est une matière ultra lisse où les liquides glissent en fait. Et donc en fait le pipi va couler et en fait il n'y a pas besoin d'eau pour le pousser. Un urinoir comme ça, il peut économiser aux alentours de 100 000 litres d'eau. On fabrique nos propres produits d'entretien à partir d'ozone qui permet de nettoyer. Grâce à ce système-là, on économise énormément d'eau parce qu'il n'y a pas besoin de rincer. Deuxième point, on ne met pas de produits chimiques. Quand on voit toute cette végétation, comment vous faites? Quand on a construit cet hôtel, on a planté plus de 2000 arbres. On a mis en place des fleurs, des plantes qui ressemblent à l'Afrique. Ce sont des plantes qui sont locales, des arbres qui résistent aux périodes de sécheresse. On a taillé pour que les végétaux puissent vivre malgré la sécheresse. On a mis des systèmes d'arrosage qui se goupent au bout de 3 ans. Il y a une sonde dans la terre qui dit au système d'arrosage, s'il a plu pendant la nuit, tu n'arroses pas. L'objectif, c'est qu'au bout de 3 ans, on enlève tous les systèmes d'arrosage, il n'y a plus rien. Nous voilà ici à l'hôtel. On a recréé, entre guillemets, un système de filtration. On revoit encore de la pouzzolane. Donc là, par contre, il n'y a pas d'ultraviolet, parce que c'est pas une eau de baignade. On est très très attentif au PAL, très soucieux à avoir le moindre impact négatif sur tout ce qui est notre environnement.